disait Édouard Herriot. Et plusieurs éléments composent ce que nous appelons la culture. Et l'un de ces éléments, c'est justement le patrimoine culturel immatériel. Le 17 octobre dernier était justement la journée internationale du patrimoine culturel immatériel. Et ce soir, nous marquons une pause pour découvrir justement ce que l'on appelle le patrimoine culturel immatériel, surtout concernant le Togo et tout ce qui est mis en œuvre justement pour la promotion de ce patrimoine. Et pour nous en parler, nous sommes sur ce plateau avec le directeur du patrimoine culturel. Il s'agit de M. Adama Ayikwe. Monsieur Ayikwe, bonsoir. Bonsoir madame, Et bonsoir les téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci. Nous avons également madame Ayawa Amotowu Alemaor. Elle est chef de la division des sites, monuments et patrimoine culturel immatériel. Madame Alemaor, bonsoir. Bonsoir madame, et contente d'être sur ce plateau pour parler un peu de ce que c'est que le patrimoine culturel immatériel. Merci pour nous avoir invités. Merci beaucoup. Et nous avons également le responsable du village artisanal de Lomé. Et il est également le point focal de la Convention de 2003. La Convention de 2003, qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir dans cette émission. Il s'agit de M. Badjala Eferoua Tomfay. Monsieur Tomfay, bonsoir. Madame, bonsoir. Bonsoir téléspectateurs. Alors déjà, on peut vous demander, Monsieur Tomfay, comment va le village artisanal? Le village artisanal se porte bien avec les artisans et leur production artistique. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, nous allons en parler de long en large, en détail, durant cette émission. Alors, nous sommes ensemble sur ce plateau pour parler justement du patrimoine culturel immatériel du Togo, le patrimoine culturel immatériel en général et du Togo en particulier. Alors, Monsieur Ayikwe, c'est vrai que nous parlons de patrimoine culturel immatériel, mais très souvent, le Togolais, il entendait plutôt parler de patrimoine culturel matériel. Aujourd'hui, on parle de patrimoine culturel immatériel. Qu'est-ce que c'est alors, concrètement? Oui, je crois qu'on va commencer par parler de ce que c'est que le patrimoine. Bon, j'aimerais aller dans le sens des étymons. Okay. Il y a pater, qui veut dire père. Il y a manere, qui veut dire se rappeler. Donc, avec le patrimoine, on se rappelle le passé. On se rappelle le père. Et c'est là où j'aimerais peut-être ouvrir une petite parenthèse. Avec la montée du féminisme, il y a des gens qui pensent que, bon, on n'aurait pas dû dire patrimoine. Et de plus en plus, il y a un mouvement qui parle aussi de matrimoine. Dont les anglo-saxons, les anglo-saxons, eux, ils ont bien compris. Ils utilisent le terme heritage pour couper court. Là, il n'y a pas de tiraillement par rapport à quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est ce qui rappelle le père. Donc, il y a l'aspect matériel. C'est cet aspect-là qu'on peut voir avec les yeux. C'est cet aspect-là qui convoque le toucher. Le patrimoine matériel, on peut le voir, on peut le toucher. Voilà. Quant au patrimoine immatériel, il convoque les autres sens. L'odorat, l'ouïe, c'est ce que je peux dire, ce que l'esprit se représente. Quand je dis, par exemple, la voix de Bella Bello, on n'a jamais vu la voix de Bella Bello. Même si la musique de Bella Bello est fixée sur un support, quand la musique passe, on ne peut ni voir la voix ni la toucher. Donc nous sommes là dans l'écosystème du patrimoine immatériel. Ce que l'esprit se représente, ce qu'on sent à travers l'odorat, à travers l'ouïe et à travers le goût également, les recettes de cuisine. Donc on goûte et on voit un peu à quoi ça ressemble, quoi, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Donc voilà. Mais, Monsieur Ayikwe, donc cela veut dire que, bon, on peut dire que peut-être que c'est abstrait, on ne le voit pas. Alors, quand on parle de ce patrimoine-là, parce que déjà, dès l'entente de cette émission, moi, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas compliqué? Parce que travailler autour de quelque chose qu'on ne voit pas, c'est compliqué, ça. On ne voit pas, mais il est représenté. On parle également de représentation. Donc, quand je parle de recettes de cuisine, le bon com, on le voit. Mais derrière le com, il y a un savoir-faire. Il y a une recette de cuisine. C'est ce savoir-faire-là, cette recette, qui est le
le patrimoine immatériel. Immatériel. Voilà. D'accord. Alors, Madame Alémar, c'est vrai que le directeur, il a donné l'explication, mais peut-être avec vous, si peut-être on demandait en français facile, on va dire, qu'est-ce que c'est que le patrimoine culturel immatériel? Ok. Et merci beaucoup. Avant d'aller en français facile, nous allons quand même donner la définition assez large ou bien reconnue au niveau international de ce qu'on n'appelle pas patrimoine culturel immatériel. Donc, quand on dit patrimoine culturel immatériel, PCI, nous allons beaucoup employer PCI, PCI. et ça voudra juste parler des pratiques, représentations, expressions, savoir. On a les instruments, les objets, les artefacts et même les espaces qui leur sont associés que les communautés, les groupes, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Le directeur l'a dit, le patrimoine culturel englobe à la fois le matériel, ce que nous pouvons toucher. Exemple, notre monument de l'indépendance, c'est un patrimoine culturel matériel. Et de l'autre côté, nous avons l'immatériel. Donc, pour le commun des mortels, le citoyen lambda. C'est-à-dire nos expressions orales, nos contes, nos légendes, les rites de sortie d'enfants, les rites initiatiques dans beaucoup de nos communautés constituent ce qu'on appelle patrimoine culturel immatériel. Très longtemps, on a considéré que le patrimoine culturel devait juste se limiter qu'au matériel. Mais après, on a vu que non. Il n'y a pas que le matériel qui définit l'homme ou bien qui donne son identité culturelle. Il y a l'immatériel qui participe pour beaucoup. Exemple, vous m'avez appelé tout à l'heure Yawa. Pour un téléspectateur qui est élevé automatiquement, on peut imaginer d'où je viens, même le jour de la semaine où je suis né. Voilà. Donc déjà, le simple nom permet à ce qu'on puisse identifier un individu dans la société. Merci. Merci beaucoup, madame. OK, alors on comprend que c'est vraiment abstrait. Alors, monsieur le directeur, c'est vrai que madame Alémar l'a évoqué. Comment l'idée est venue, peut-être pour l'UNESCO, de se dire que tout ce qui est abstrait, les noms, la cuisine, la musique, la voix de quelqu'un et tout ça, que tout cela devrait être mis dans le lot du patrimoine? Comment cela est venu? Parce que les monuments, les sites touristiques, on les voit, on les a. Mais ce qui est abstrait, comment l'UNESCO est venu à penser qu'on puisse le mettre également dans le patrimoine? Je dirais que le patrimoine immatériel est un peu ce que je peux appeler le chaînon manquant. Parce qu'il y a d'autres conventions qui ont abordé d'autres aspects du patrimoine. L'UNESCO en a 6. Il y a d'abord celle de 1954 qui protège les biens culturels en temps de guerre. Chronologiquement, il y a la convention de 1972 qui légifère autour de tout ce qui est bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, les biens naturels et culturels. On me soufflait, j'ai oublié la convention de 70 que je vais donner avant 72. Voilà. Donc, c'est ce texte-là qui réglemente l'exportation des biens culturels. Le trafic illicite et tout ça. Bon, j'ai cité 3, ça veut dire qu'il reste encore 3. Et à la convention de 2001 qui protège les biens qui sont immergés, les biens qui sont dans l'eau, ce qu'on appelle le patrimoine subaquatique. Et puis, nous sommes là autour de la convention de 2003. Donc, vous voyez l'écart entre 72, qui table sur la convention liée au patrimoine culturel et naturel. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'on ne légifère sur la convention relative à l'immatériel. Maintenant, il y a le dernier, je crois que le compte est bon, la 6e convention, celle de 2005, qui prend en compte les expressions culturelles dans le sens de la diversité culturelle. Donc, c'est la dernière année des conventions dont l'UNESCO chapeaute ces 6 conventions, dont celle qui nous réunit autour de cette émission. Donc, ça a été catégorisé, voilà, chaque domaine est servi.
Alors, monsieur Aïkoué, je reste avec vous. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de patrimoine culturel immatériel, on parle également de la promotion de ce patrimoine-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre par la promotion du patrimoine, justement? Très souvent, on pense à ce qu'il faut pour que ce patrimoine-là soit valorisé. Si nous visitons par exemple les musées, il y a également cet aspect du patrimoine immatériel qui est caché derrière chaque patrimoine matériel. Donc la promotion d'une manière générale, c'est... Bon, je pourrais donner l'exemple du musée du costume. Donc derrière chaque costume, il y a un savoir-faire. Oui. Il y a quelque chose qu'on transmet. Il faut aussi reconnaître que l'Afrique est tellement riche en patrimoine immatériel, il ne faut surtout pas l'oublier. Oui. Et à part le musée, je pourrais dire tout ce qui est lié à l'oralité. Aujourd'hui, nous avons les contes, les légendes, les devinettes. Je suis en train de penser par exemple à un festival de contes, un festival de théâtre, un festival de l'oralité qui va promouvoir ce côté immatériel de notre patrimoine. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Aïkoué. Alors, monsieur Tom Faye, vous êtes le directeur du village artisanal de Lomé. Nous sommes en train de parler de la promotion, justement, du patrimoine culturel immatériel. Alors, dites-nous, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement pour promouvoir ce patrimoine-là? La promotion du patrimoine, ça passe par la conservation, la protection du savoir et savoir-faire. Pour cela, il y a certains métiers, si on ne les sauvegarde pas, ces métiers risquent de disparaître. Alors, on a eu l'idée de rassembler ces artisans pour qu'ils développent, continuent par exercer leur savoir et savoir-faire et continuent aussi de former la jeunesse pour transmettre leur savoir-faire. Et dans tout ça, là, ils font des productions qu'ils permettent de faire la promotion. Donc, c'est aussi des créneaux de promotion aussi qu'on fait. D'accord. Alors, Madame Alimawa, dites-nous, c'est vrai que quand on parle de patrimoine culturel, matériel, et quand on dit UNESCO, on dit tel site est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Alors, est-ce que au niveau du patrimoine immatériel, culturel immatériel également, on a ce processus-là d'inscription, peut-être sur une liste ou à l'UNESCO? Oui, exactement. Comme vous venez de le dire, il y a une liste pour inscrire aussi les éléments. Et là-bas, on parle de liste représentative du PCI de l'humanité. Donc, chaque pays, l'UNESCO a défini des critères qui sont au nombre de 5. Donc, il y a un formulaire. Chaque pays partie à cette convention remplit ce formulaire, répond aux 5 critères, on l'envoie au comité intergouvernemental du PCI, ils le reçoivent, ils analysent, ils ont un comité d'évaluation. Donc, le dossier est soumis au comité d'évaluation qui regarde pour voir si effectivement, est-ce que l'élément répond aux critères. Si l'élément répond aux critères, c'est bon, on l'inscrit. Togo même a 2 éléments qui sont inscrits sur la liste. Nous avons le genre oral Guélédé, c'est une danse sacrée qui est pratiquée à Kamboul. Et le deuxième élément, c'est la maïeutique. Certains seront surpris d'entendre qu'on dise que la maïeutique est inscrite sur la liste représentative du PCI de l'humanité, juste parce qu'il y a un côté traditionnel à cette pratique des sages-femmes dans beaucoup de zones, dans le monde entier, et même dans nos milieux, il y a encore des accoucheuses traditionnelles. Et dans certains pays, il y a des femmes qui font ce choix de se faire suivre par des accoucheuses traditionnelles du début de la grossesse jusqu'à terme.
jusqu'à la délivrance, même après. Donc, les experts et tout ça se sont rendus compte que c'est quelque chose de très important qu'il faut sauvegarder et promouvoir. Donc, voilà un peu, et comme nous y sommes, nous allons le dire aussi, la fois dernière, il y a l'association des Gains, ils ont entamé un projet d'inscription de Ekpesoso sur cette liste représentative aussi. Le dossier a été envoyé au comité de cette année, qui se tiendra bientôt. Le dossier sera envoyé au comité d'évaluation, qui a 1 an pour étudier ce dossier. Donc, s'ils ont des éléments d'ajout, ils le demandent et à la fin, ils vont émettre leur avis. Dire si oui, l'élément mérite d'être inscrit sur la liste ou bien s'il y a encore d'autres choses à rajouter. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Madame Alimao. Alors, Monsieur Ayiko, peut-être qu'on va, rester un peu sur justement ce processus-là. Alors, dites-nous comment cela se passe, parce que si on prend l'exemple de Ekpesoso, disons que plusieurs de nos communautés aussi ont leur tradition et savoir-faire et tout. Alors, comment ça naît? Est-ce que ce sont les communautés elles-mêmes qui décident que, mais écoutez, notre tradition, notre culture doit être peut-être sauvegardée? Donc, et quelle est la démarche à suivre? Comment on fait pour arriver au fait qu'on soumette son dossier à étude au niveau de l'UNESCO? D'accord, merci beaucoup. Et il faut dire qu'à la base, l'initiative est prise par les communautés. Ok. Donc, dans le cas précis dont Mme Alimao est en train de parler, l'Académie du Gengbe a écrit à Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture et du Tourisme, et pour avoir l'accompagnement, oui, c'était l'année passée, pour avoir l'accompagnement technique. Okay. Donc, ils se sont rabattus sur nous et nous les avons aidés à monter le dossier. Nous avons documenté l'élément à travers une fiche d'inventaire, les images, les vidéos, et avec un certain nombre de documents techniques. Donc, nous avons fait le travail sur toute la ligne. Et c'est la direction du patrimoine culturel qui envoie le dossier. Ok, donc vous avez la charge justement. Tout à fait. Donc, c'est ma modeste personne qui a signé le dossier, le document et qui a été envoyé. Et nous sommes toujours comme l'interface entre la communauté et le secrétariat de la Convention. Et de toute façon, on essaye de voir si tout marche bien l'année prochaine, en 2025. Le Togo aura son 3e élément. Son 3e élément sur la liste. Tout à fait. Alors, et puis, ce sont ou les rites du Nouvel An Gain. Voilà. Ok. Maintenant, là, l'initiative peut venir de la communauté, mais est-ce qu'il peut arriver également aussi que peut-être au niveau de la direction, on se dise, mais tiens, il y a cet aspect de la culture de telle communauté qui mérite également d'être Oui, dans le cahier de charge de la direction, on peut décider d'inscrire un élément, ce n'est pas exclu. D'accord. Oui. Ok. Bon, je sais que nous ne sommes pas là pour parler d'autres choses, quand même, à part l'UNESCO. L'année passée, nous avons monté un dossier. C'est un dossier dans le cadre plutôt de l'ICESCO. Bon, le sigle en anglais, je ne l'ai pas en tête, mais j'ai l'habitude de dire par ce raccourci, en disant que l'ICESCO, c'est l'UNESCO des pays arabes. Donc, le Togo a adhéré à l'ICESCO. Et le Togo, à travers la direction du patrimoine culturel, a monté un dossier d'inscription de Adito à Walé. Oui. Donc, nous avons monté le dossier que nous avons envoyé à l'ICESCO. Donc, comme je l'ai dit, pour ne pas se répéter, si tout marche bien, Inch'Allah, l'année prochaine, nous aurons un premier élément sur la liste de l'ICESCO. Un premier élément
immatériel, du patrimoine immatériel. Mais justement, M. Aïkwe, parlant de Adito, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de Awalé, ça veut dire que cet élément-là se retrouve dans plusieurs communautés. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas conflit? Est-ce qu'il arrive que peut-être on soumette un dossier, on se dit, non, enfin, il y a ça également au Bénin, au Nigeria. Justement, on dirait que vous êtes dans le secret des dieux. C'est un dossier qui a été porté par plusieurs pays. Ah, Donc, c'est une candidature multinationale. ok, Voilà. d'accord. Le Togo, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, et voilà. Donc, il arrive qu'un bien soit inscrit et porté par plusieurs pays. Donc, D'accord. voilà. Merci beaucoup, monsieur. Et là, c'est le nom seulement qui change. Qui change, oui. Donc, Peut-être qu'au Gabon ou bien au Cameroun, il ce y a n'est un pas autre Adito, nom. c'est un autre Ce nom. n'est pas Awalé non plus, c'est un Tout autre à nom fait. également. ça. Oui, S'il vous plaît, Madame Alimara. madame, une petite précision, c'est que la particularité avec la Convention de 2003, c'est que ce sont les communautés qui sont au cœur de cette convention. Comme le directeur l'a si bien dit, il peut arriver que nous prenions l'initiative de vouloir inscrire un élément. Donc, il faut forcément que nous ayons l'accord de la communauté. Pour le dossier Tomedi, parce que ça s'appelle aussi Tomedi dans d'autres localités de Lomé, et il a fallu qu'ils se réfèrent à ces communautés, qu'on échange avec eux, qui donnent leur accord, et pas seulement un accord verbal. Il y a même des vidéos. Après, ils signent. Parce que si vous envoyez un dossier à la 2003 et que les gens d'une communauté disent non, le dossier ne passe pas. Voilà, et ce qui est un peu particulier là-bas, parce qu'on se dit que ce sont les communautés, les groupes ou bien les individus qui détiennent ce PCI. Personne ne peut s'arroger le droit. Et après tout, il faut que l'État parti dépose, parce que c'est le Togo qui est parti à cette convention. Mais nous ne pouvons rien faire en mettant de côté les communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Alemawa. Alors, Monsieur Tom Faye, je reviens à vous. Alors, nous parlons de la promotion, de la sauvegarde du patrimoine. On a vu un peu ce que le Togo a déjà inscrit sur cette liste-là. Mais dites-nous, quand on dit que le Togo, inscrit certains éléments sur cette liste-là, qu'est-ce que ça apporte au pays finalement? Ce que ça apporte au pays, d'abord, c'est la valorisation de notre patrimoine culturel immatériel. Ça permet aux communautés d'exprimer leur fierté. Leur patrimoine est reconnu. D'abord, c'est leur richesse, leur identité. C'est reconnu à leur niveau, c'est reconnu au niveau national, puisque quand on fait l'inventaire, après ça passe sur la liste nationale. Donc c'est reconnu au niveau national. Et maintenant, ça passe à l'étape internationale. Donc c'est une fierté sur le plan de la communauté. Maintenant, ça permet à d'autres d'aller découvrir ces richesses aussi, de mener des études sur ce patrimoine, de faire des recherches, et ça permet de passer pour certains de l'oralité dans les programmes scolaires. Donc, c'est des biens comme ça qu'on note quand vraiment le patrimoine est valorisé, le patrimoine est inscrit sur les listes. Ce que j'allais ajouter, quand on parle de l'inscription du patrimoine sur la liste, moi je compare ça un peu comme une classe à l'école. Donc quand vous travaillez bien, vous êtes maintenu dans la classe, vous êtes apprécié. Mais quand vous ne travaillez pas bien, vous êtes déprécié. C'est pareil au niveau du patrimoine. Quand un élément passe sur la liste représentative, il y a toujours ce travail qu'il faut faire pour maintenir l'élément sur cette liste. Ah, parce qu'il arrive également qu'on puisse déclasser.
Ok, d'accord. On va en parler tout à l'heure. J'aimerais juste donner quelques exemples pour appuyer Oui, monsieur ce Aïko, que M. allez-y. Tom Faye Monsieur disait. Tom Faye, on reviendra à vous tout à Tout l'heure. à fait. Et vous avez tous appris que le Sénégal a inscrit le tchèbdjen, Oui. le riz au poisson. Oui. Donc c'est sur la même liste. Comme le Atchéké également au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez également la rumba, que les deux Les Congo, Congolais. justement. L'année prochaine, si tout va bien, le Ghana va inscrire le high life comme danse, et, comme musique et danse. Donc vous voyez, ça fait un regain d'intérêt. On se réapproprie cette richesse-là qui est découverte sur le plan international, cette richesse qui est découverte à l'international aussi. Donc il a bien parlé de fierté. Ah Donc oui, c'est vrai. voilà. Il y a de la fierté. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à Dakar sans goûter au tchèboudienne. Oui, et puis quand on dit voilà. tchèboudienne, automatiquement on parle du Sénégal. En Tout fait. à fait. Non seulement ça, au-delà de la fierté, de la reconnaissance du pays, et ça fait une plus-value au tourisme aussi. Juste parce que tel élément ou bien tel mets est classé sur la liste représentative de l'humanité, les curieux voudront aller goûter. Entre-temps, la France, je crois que... La gastronomie oui, la française. gastronomie française, toute leur gastronomie. C'est ce que les Français ont inscrit. Mais les gens vont vouloir aller goûter à ça. Donc, nous avons le galédé. Au fait, ils disent danse sacrée, c'est quoi exactement? Oui. Maintenant, avec la maïotique, si on commence par faire les sensibilisations et tout ça là, dans nos contrées, les dames qui ont encore des savoir-faire liés à cette pratique, ces dames ne vont plus se cacher. Non, Et justement, elles auront vont en le parler. courage d'en parler. Et là, Même de l'État aussi transmettre. pourra les accompagner pour que le secteur soit assaini. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Tom Faye, nous revenons à cette histoire d'être sur la liste et puis après d'être déclassé. Alors, qu'est-ce qui peut arriver quand... je pensais, c'est sûrement l'avis des téléspectateurs, que bon, dès qu'on met et que ça sort sur la liste, c'est que bon, on est bon et puis c'est fini, c'est bon. Mais il faut tout un travail, c'est ça, pour ne pas être déclassé. Oui, avant même que l'élément ne passe sur la liste, c'est tout un travail qui est fait. Si nous prenons toujours l'exemple de Kwissoso, c'est depuis l'année passée qu'on a commencé par travailler sur ce dossier. Quand l'Académie s'est approchée de la direction du patrimoine culturel, nous sommes prêts, nous voulons que notre élément Kwissoso passe sur la liste. Oui. Pour eux, c'est dans 2 mois, 3 mois que ça serait inscrit. Non. Ah, ça C'est prend du temps. jusqu'en 2025, si tout va bien, que l'UNESCO va nous dire maintenant et que ce ne soit pas sur la liste. Il faut monter le dossier suffisamment, documenter l'élément, apporter toutes les informations nécessaires et maintenant rassurer aussi la communauté internationale que vous êtes capable d'entretenir l'élément, de sauvegarder l'élément. C'est des garanties qu'il faut donner. Et chaque temps, il faut produire le rapport. Le rapport, on appelle ça le rapport périodique. Ça permet maintenant de faire l'état des lieux de l'élément. Ce que vous nous avez dit par rapport à Kwissoso en inscrivant ça en 2025, 4 ans après, on va faire l'état des lieux. Vous nous avez dit que c'est à tel moment on fait la célébration. Est-ce que c'est toujours ainsi? Pour faire la célébration, les accoutrements, est-ce que c'est toujours ainsi? Pourquoi il y a des changements? Vous devez donner des explications. Quand tout cela est respecté, là vous êtes maintenu. Si ce n'est pas respecté, vous revenez en arrière. Vous êtes déclassé. De façon simple. De façon simple, le patrimoine immatériel, c'est un patrimoine dynamique et vivant. Voilà, c'est vivant. Parce que justement, en écoutant M. Tom Faye, je me dis, les communautés vont se dire, mais si c'en est ainsi, autant ne pas... Parce que ça sera du travail à plein temps. Non. Et ce qu'il y a ici,
si nous prenons Ekpesoso, dans le dossier, c'est dit que c'est célébré chaque année. Oui. Donc, on a décrit toutes les étapes. Voilà, le rituel. Maintenant, et tout. après, par rapport à l'évolution des sociétés, on ne vous interdit pas d'apporter des changements. Vous pouvez le faire, vous justifiez le pourquoi de ces changements. Mais il faudrait que l'élément soit maintenu, soit pratiqué. On ne va pas inscrire Ekpesoso sur la liste représentative et 5 ans après, on dit non, que c'est fini, que Ce n'est les plus rituels ne ça. sont plus observés. Ah, comme ce n'est plus observé, c'est normal qu'on reste à de la liste. C'est juste qu'il faudrait que le patrimoine là continue pas à exister, qu'on le crée et qu'on le transmette surtout. C'est ce qui est important Voilà, ici. là, c'est la transmission. Oui, la également transmission, qui est c'est la importante. transmission. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a beaucoup de recettes qui ont disparu parce qu'entre-temps, Oui. il n'y a pas eu de relais. Ceux qui détenaient ces savoirs n'ont pas eu la présence d'esprit ou bien n'ont pas trouvé d'apprenants. Voilà un peu. Quand on inscrit, il faut toujours nourrir. Quand vous nourrissez, c'est bon. Ça va grandir et demeurer sur la liste. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Tom Faye, nous restons avec vous parce que, justement, c'est vrai que vous êtes le responsable du village artisanal de Lomé, mais également point focal de la Convention 2023. C'est vrai que Monsieur Aïkoué l'a... 2003. Pardon, 2003. Et M. Aïkoué l'a évoqué durant l'émission, dans le processus de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, justement, on parle de cette convention-là. Mais est-ce que vous pouvez nous peut-être revenir peut-être spécifiquement sur cette convention-là? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? À quoi doit-on s'en tenir quand on parle de la convention de 2003? La convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est cette convention au niveau de l'UNESCO qui est consacrée uniquement au patrimoine immatériel pour la sauvegarde, la valorisation, la promotion du patrimoine culturel immatériel, pour le respect mutuel du patrimoine immatériel des communautés. Et c'est le patrimoine de la communauté, on l'appelle encore le patrimoine de la communauté. Oui. Donc, on donne cette chance à chaque communauté d'exprimer librement son patrimoine et de faire respecter aussi son patrimoine. Donc, c'est à travers cette convention qu'on valorise le patrimoine culturel immatériel dans le monde. D'accord. Oui, Oui, directeur. montrer le document. Là, vous avez aussi... on peut, Ah oui, ça c'est le document. Ouais, c'est le document. Je crois que peut-être à la suite, D'accord, on aura voilà. également les Tout à fait. images. Donc, c'est les textes fondamentaux de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, il s'agit de l'édition de 2022. 2022. Donc, tous les textes sont ici. Ok. Donc, c'est la Bible de la Convention. De la Convention de 2003, justement, sur le patrimoine immatériel. Tout à fait. D'accord. Donc, Merci ça nous beaucoup. fait un test, Oui. je vais voir le nombre de pages, ça fait 176 pages. 176 pages. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur Tom Faye, vous êtes le point focal, le point focal au niveau national de cette convention, certes, mais pour la mise en œuvre au Togo, est-ce qu'il y a un service particulier? Est-ce qu'il y a peut-être une direction qui s'occupe de l'application de la convention au Togo? Au Togo, nous avons le ministère en charge de la culture qui met en œuvre la Convention de 2003 et la direction du patrimoine culturel est cette direction technique chargée de la mise en œuvre. En dehors de la direction du patrimoine culturel, nous avons la Commission nationale du patrimoine culturel qui accompagne aussi la mise en œuvre de la Convention de 2003. Nous avons les associations au niveau de la société civile qui s'occupent de la question
du patrimoine culturel immatériel. Et au bas de l'échelle, nous avons les communautés détentrices de ce patrimoine. Donc, voilà un peu l'ensemble des acteurs. Des acteurs, oui. Alors, monsieur Aïkoué, alors justement, quand nous parlons de la mise en œuvre de la Convention, mais qu'est-ce qu'on entend par mise en œuvre, justement? Comment on met en œuvre la Convention au Togo? Bon, puisque en réalité, comme M. Tonfay l'a dit, c'est la direction du patrimoine culturel qui s'en occupe. Et la direction du patrimoine culturel a 2 divisions. Okay. Il y a la division des musées, des activités éducatives. La deuxième division, c'est la division des cités monuments et du patrimoine immatériel, dont Mme Alemao a la charge. Donc, à ce niveau, au niveau de la mise en œuvre, ça voudra dire que toutes les questions liées au patrimoine immatériel nous regardent. Oui. Et c'est là où on fait le point. M. Tonfay a déjà parlé du rapport périodique. Oui. Donc, dans le rapport périodique, on revient sur les grands axes, sur tout ce qui... c'est comme un tableau de bord. Oui. Voilà, donc, voilà. Et puis, on fait surtout l'inventaire. On actualise l'inventaire. Le dernier inventaire date de 2011. Donc, vous voyez que c'est loin. C'est vraiment loin. Donc, on a besoin de l'actualiser. Oui. Donc, toutes ces actions-là permettent d'avoir comme une carte d'identité ou un passeport où on a une idée claire et précise de ce qui se fait dans le pays en matière de mise en œuvre concernant le patrimoine immatériel. D'accord. Voilà. Alors, oui, monsieur Aïko, je reste avec vous parce que, oui, dès l'entame de l'émission, j'ai évoqué également la célébration d'une journée spéciale, une journée spécifique au patrimoine culturel immatériel le 17 octobre. Alors, dites-nous, pourquoi une journée mondiale du patrimoine culturel immatériel? Ouais, il faut reconnaître que c'est même la date, c'est à la date du 17 octobre 2003 que l'UNESCO a adopté cette convention. La convention-là. Donc, cette date-là, c'est une date témoin. C'est pourquoi chaque 17 octobre, désormais, nous allons célébrer cette journée-là. Donc, comme vous nous voyez, s'il n'y avait pas cette décision-là, on ne serait pas sur ce plateau. Tout à fait. Et puis, ça permet de faire le point. Ça permet de réfléchir, ça permet d'avancer, ça permet de regarder dans le rétroviseur et ça permet également de voir devant pour voir les perspectives. Okay. Et il y a souvent de ces journées-là qui nous permettent quand même de se regarder. Oui. Donc, parce que c'est vrai que peut-être que vous, c'est votre travail, mais bon, le Togolais en général, ce n'est pas tous les jours qu'il pense au patrimoine culturel immatériel. Et c'est là où nous sommes dans la sensibilisation. C'est notre raison d'être sur ce plateau. Sur ce plateau. Alors, dites-nous, monsieur le directeur, avant peut-être de revenir à Madame Alemao, alors quelles sont les activités qui ont meublé cette célébration? Est-ce que le 17, d'abord, il y a eu célébration ou c'est en différé? Bon, le 17 octobre dernier, il y a eu à l'IRES-RDEC une conférence débat organisée par l'association Culture et Paix. Et cette conférence débat a permis de parler de la mise en œuvre de cette convention-là. C'est une conférence qui a eu lieu en présence des étudiants, du public, des professionnels. Et cela a été une grande première, puisque c'était la première fois que le Togo célébrait... que le monde entier, d'ailleurs, célébrait cette journée-là. Donc, je crois que les années à venir, on aura plus de points d'orgue pour pouvoir ancrer définitivement cette journée dans l'agenda médiatique du Togo. D'accord. Donc, Madame Alemao, après, mis à part cette conférence débat-là, qui a permis, c'est vrai que c'est une première célébration, mais est-ce qu'après, il y a eu d'autres activités? Parce que j'ai cru comprendre que l'UNESCO a donné la latitude à chaque État de célébrer jusqu'à fin novembre cette journée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues? Et comme c'est la toute première célébration, après cette conférence, nous avons bien jugé faire l'émission
pour parler un peu du patrimoine culturel immatériel. Parce que comme vous-même, vous l'avez bien dit au départ, quand on parle de patrimoine culturel immatériel, on a comme l'impression que c'est des choses, c'est pas extraordinaire, alors que c'est ce que nous vivons tous les jours. Et aussi, pour parler de la mise en œuvre de cette convention, il faut beaucoup sensibiliser surtout les communautés. Et qu'est-ce que la direction fait? La direction élabore et met en œuvre des projets, ou bien la direction participe avec la CNPC pour l'élaboration des projets. Entre-temps, il y a eu un projet sur les instruments traditionnels, les instruments de musique traditionnelle du Togo. On a fait leur inventaire, savoir-faire, et facture et pratique. Actuellement, même, il y a un projet en cours pour faire l'inventaire des danses traditionnelles que nous avons au Togo. Et ce faisant, les communautés se sentent intéressées. Ils ont maintenant le sentiment que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ou bien ce qu'ils font, c'est quelque chose d'important, de riche qu'il faut sauvegarder. On a parlé du jeu et Tomédi tout à l'heure. Combien de nos enfants savent encore jouer à ce jeu? Donc, c'est l'occasion d'encourager aussi bien les parents et tout le public à continuer par transmettre ce que nous avons comme patrimoine culturel immatériel à nos enfants. Et puis, par rapport aux parents, de grâce, donnons nos noms locaux à nos enfants. Vous allez voir un enfant, peut-être, je commence par Alémao. Je dis que Alémao, Franck, Eric. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas contre le fait qu'on prenne les noms chrétiens. C'est normal, on peut les prendre, mais cela ne nous empêche pas de rajouter ces noms. C'est notre patrimoine culturel, c'est notre identité. Ça nous permettra, quand nous allons nous retrouver dans un groupe, peut-être avec un Ghanéen à côté, un Ivoirien, quand on va m'appeler Yawa, il va se retourner. Ah, c'est une sœur de l'Afrique de l'Ouest. Mais si c'est juste Pierrette, on dit. Elle vient d'où? Elle vient de d'où? En fait, on ne sait pas. Donc, le patrimoine culturel immatériel, c'est quelque chose qui est important, qui permet de forger notre identité. Merci beaucoup, Madame Alémao. Et puis, belle coïncidence ou pas, on ne sait pas, mais nos trois invités sur ce plateau ont des noms purement authentiques. On n'a pas de nom français. On n'a pas de prénom français non plus dans les noms. Donc, c'est une belle preuve ou bien un bon exemple justement de la transmission de notre patrimoine immatériel. Alors, Monsieur Tom Faye, au niveau du village artisanal également, est-ce que là, c'est vrai que lorsque on visite le village, on se retrouve avec tout ce qui est artisanal, tout ce que nos artisans produisent. Mais est-ce que là également, on ressent quand même du patrimoine immatériel là? Est-ce que vous faites la promotion du patrimoine culturel immatériel? L'une des missions du village artisanal, c'est la valorisation de notre patrimoine. Et ce patrimoine, il y a le patrimoine immatériel. J'ai parlé du savoir et du savoir-faire que les artisans ont. C'est ce patrimoine immatériel qu'ils véhiculent, qu'ils partagent. Nous avons la sculpture, et nous avons la perlerie avec les perles. Nous avons le tissage de pagne traditionnel. Nous avons le batik décoratif, le batik vestimentaire, où ces artisans, par leur savoir-faire, chaque jour, créent. Et ça ne s'arrête pas là aussi, puisque notre patrimoine est appelé à évoluer et à demeurer longtemps. Il faut transmettre. Là, l'autre mission du village artisanal, c'est la formation de la jeunesse. Donc, les artisans ou les maîtres artisans qui sont là, ils forment les jeunes pour vraiment relayer ce patrimoine de génération en génération.
Oui. Merci beaucoup, Monsieur Pour Tom compléter Faye. ce Oui. que Tom Faye vient de dire, je ne sais pas s'il a oublié, il a fait sciemment. Le coût de la formation au village artisanal est moindre par rapport à ce qui se pratique en ville. Ah. Oui. Ah, mais c'est l'occasion de le dire. Monsieur Tom Faye, vous ne voulez pas beaucoup d'apprenants ou comment? Mais c'est une belle publicité qu'il faut faire. Ah, d'accord, mais je crois que les téléspectateurs ont pris bonne note quand même. Et cela dénote également du fait que les autorités mettent tout en place pour la promotion justement de notre patrimoine. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission sensibilisation sur le patrimoine culturel immatériel du Togo et surtout comment le sauvegarder et le transmettre de génération en génération. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire le tour de plateau pour recueillir vos derniers mots, vos derniers messages à l'endroit des téléspectateurs. Alors, Monsieur Aïko, nous allons commencer avec vous. Peut-être comme mot de fin, vous demander les perspectives. C'est vrai qu'il y a première célébration 17 octobre. Alors, quelle est la suite? Quelles sont les perspectives? Disons que cette fois-ci, cette année, on a été pris de court parce que la nouvelle de la commémoration est arrivée pratiquement, je crois, 2 mois avant. Oui. Donc, on n'a vraiment pas eu le temps de se préparer. Maintenant que nous sommes avertis, je crois que dès maintenant, nous avons déjà une idée de ce qui nous attend l'année prochaine. Je crois que l'année prochaine, vous allez encore nous inviter. Ne vous inquiétez pas, donc, la TVT est là pour ça. Nous prenons date, donc vous allez encore nous inviter. Bon, je crois que nous allons réfléchir davantage pour meubler la prochaine journée avec des activités en allant peut-être vers les communautés, pourquoi pas, pour les sensibiliser davantage. Pour penser à une réappropriation de notre propre patrimoine. Nous le faisons de moins en moins. Notre propre patrimoine ne nous appartient plus. Hein. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et je finis par vous remercier pour nous avoir invités, pour nous avoir accueillis, pour nous avoir permis de partager avec les téléspectateurs tout ce qui est lié au patrimoine culturel immatériel du Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adam Aïko. Je rappelle que vous êtes le directeur du patrimoine culturel. Alors, Madame Alema, votre mot de fin. Et mon mot de fin, c'est premièrement vous remercier pour l'occasion de parler du patrimoine culturel en général et du patrimoine culturel immatériel en particulier. Je dirais que nous allons continuer les séances d'information, de formation, de renforcement de capacités et de sensibilisation des communautés. Qui sait, peut-être que pour la prochaine célébration, c'est plutôt les communautés elles-mêmes qui viendront parler ou bien elles vont prester. Oui. Peut-être parce qu'il y a encore des danses et du terroir que nous ne connaissons pas. Donc nous allons faire quelque chose pour que les Togolais se rendent compte que nous avons beaucoup de choses. Parce qu'on a comme l'impression que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon, alors que nous sommes riches, très riches même. Merci. Merci beaucoup, Madame Yawa Amotou Alemao, chef de la division des sites, monuments et patrimoine culturel immatériel. Alors, Monsieur Tom Faye, nous allons terminer avec vous. Quel est peut-être votre message à l'endroit des téléspectateurs aujourd'hui? Nous remercions la télévision pour cette chance offerte pour parler du patrimoine culturel immatériel. Nous avons évoqué tout à l'heure de noms pour nos enfants. Oui. C'est aussi l'occasion de penser à avoir une journée de tenue traditionnelle. Et je profite de l'occasion pour inviter nos citoyens de venir découvrir mieux ce qui se fait au village artisanal. Vraiment, quand j'accueille les visiteurs, ils sont émus quand ils rentrent. Beaucoup passent devant seulement, mais ils ne rentrent pas. Mais quand ils font l'effort de faire un pas, ils font 2, 3 pas, vraiment, ils sont tellement émus. Donc, c'est l'occasion de venir découvrir notre savoir et savoir-faire au niveau du village artisanal. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Badjala Eferoua Tom Faye, responsable du village artisanal de Lomé et point focal de la Convention 2003, la Convention qui table justement sur le patrimoine culturel immatériel. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler justement la richesse que nous avons et surtout le patrimoine culturel immatériel du Togo et tout ce qui est mis en œuvre depuis plusieurs années déjà, surtout pour le sauvegarder et surtout le transmettre. Merci à vous, téléspectateurs.